Citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bonjour à Jean-Louis Perret. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir accepté cette invitation avec l'initiative communiste. Alors peut-être très rapidement te présenter, tu es délégué CGT Sanofi dans le département du Rhône. Peut-être que tu peux en dire plus précisément à ce sujet d'ailleurs. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je suis délégué syndical, oui, CGT, oui. Ouais, Et en fait, je suis des Alpes-de-Haute-Provence. Je travaille sur le site de Sanofi à Sisteron. d'accord. Et en réalité, je suis le délégué syndical central CGT pour la CGT au niveau du groupe Sanofi. Voilà, bref. À la base, et toujours d'ailleurs, je suis un opérateur de fabrication. Voilà, donc comme j'ai l'habitude de dire, je travaille pas au 7e étage de la boîte, je travaille plutôt à la cave de la boîte. Voilà. D'accord, remarque, ça explique aussi le petit accent, effectivement. Donc Ouais, là, c'est ça. ouais, exactement. Donc là, tu es bien tu habites dans enfin, tu es dans les Alpes de Haute-Provence, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là, en fait, j'habite sur Avignon en réalité, mais voilà, mais je travaille dans le 04 à Sisteron. Mais je suis pas, vu mon mandat, je suis plus trop souvent sur mon site et je suis plutôt sur les autres sites que sur mon site de base, quoi. Voilà. D'accord. Mais de temps en temps, ça me fait bien du bien d'aller revoir les camarades et ça me ressource. Et j'ai besoin de me retrouver sur le terrain avec mes camarades de lutte. Ça, voilà. Alors, en même temps, c'est assez logique, hein, parce qu'en plus, quel que soit l'endroit où tu es, ce que l'on sait, c'est que chez Sanofi, il y a un puissant mouvement social hein, qui se développe depuis un certain temps. Et justement, Mhm. c'est un petit peu l'objet donc d'où l'importance d'être auprès des camarades, hein, comme tu le disais, d'où la première question d'ailleurs. Depuis quand les travailleurs de Sanofi sont-ils en grève, en fait? Alors, c'est, au niveau de la CGT, dès le mois d'octobre, c'était, bon, le démarrage de la lutte, c'est le 14 novembre. Mais dès le mois d'octobre et bien des mois avant, même en réalité, on s'était préparé à ces NAO 2023 parce qu'on est en 2022, mais c'est pour les NAO de l'année prochaine. Donc ça fait déjà bien un an et demi en réalité qu'on se prépare et on fait le tour des sites, on explique aux salariés que voilà, il y a des étapes comme ça dans la vie d'une entreprise qui sont importantes et que notre entreprise est à un tournant et qu'elle est en train un peu de se déliter, même beaucoup, et qu'à un moment donné, il va falloir se battre pour nos emplois, pour certainement demain pour nos acquis aussi, parce on va sûrement, la direction va tenter de nous les faire perdre ou du moins en diminuer une bonne partie. Donc voilà, ça fait déjà quelques mois qu'on discute avec les salariés, qu'on fait des réunions d'information, qu'on fait des AG de façon régulière sur les 17 ou 18 sites sur lesquels la CGT se trouve en France au niveau de Sanofi. Et je pense que ce travail-là a payé. Et donc, pour les NAO, on s'est dit, il va falloir taper fort parce que il y a ce problème d'inflation qui est arrivé là comme ça, mais aussi parce qu'on sait que Sanofi, dans les 2 ans qui vont venir, vont essayer de réduire au maximum notre statut social, un peu comme ça a été fait à l'image de la SNCF, hein, ça va être un peu pareil. Sauf que ça fait beaucoup moins de bruit évidemment parce voilà, on a un impact médiatique beaucoup moins important quoi. Mais donc on savait qu'il fallait qu'on se batte là-dessus. Et donc on s'est dit que bon, on avait pour le début de notre bataille, on s'est donné le 14 novembre. Donc tous les sites ne sont pas partis dans la lutte le 14 novembre, mais on va dire que après dans l'affaire de 3 jours entre le 14 et le 17, on avait mis 90% des sites où la CGT était présente en grève et ça a été massivement suivi. Alors à notre grand étonnement, pas qu'on n'était pas sûr de notre travail, hein, mais je crois que ce travail-là de contact avec les salariés, tout le monde là, normalement, du moins je l'espère que ça se passe dans tous les syndicats CGT du moins, mais on ne s'entendait pas à cet impact-là, et c'est vrai qu'on a été, alors, je ne vais pas dire qu'on a été débordé, mais on ne s'attendait pas à ça, et d'ailleurs,
je pense que les autres OS s'y attendaient pas non plus, hein, parce qu'au départ, elles n'ont pas appelé à faire ce mouvement. Elles n'appelaient pas à nous accompagner. Puis petit à petit, elles ont bien vu que elles étaient obligées d'y rentrer parce que même leur base les poussait à le faire, quoi. Donc petit à petit, elles ont rejoint ce mouvement. Alors il y a une sorte d'unité syndicale un local, hein, sur les sites. Là, il n'y a pas de souci. Après, c'est un peu plus compliqué au niveau du groupe. Voilà, on arrive à avoir des bases communes, on va dire, qu'on peut défendre, mais on va pas, voilà, on va pas plus loin et ensuite, on laisse au local. Enfin, voilà, la CGT, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est pas un organe vertical. Donc nous, au niveau de la coordination CGT, qu'on appelle au niveau du groupe, on laisse libre choix aux syndicats CGT en local de faire des intersyndicales ou pas. Toujours est-il que ce qui compte, et nous on l'a toujours défendu, c'est comme ça qu'on le présente toujours aux salariés, parce que souvent ils nous demandent de l'unité syndicale, mais on leur fait bien comprendre que sans l'unité des salariés, il peut y avoir des unités syndicales, mais sans l'unité des salariés, ça sert absolument à rien. Donc ce qui compte en premier lieu, c'est quand même l'unité des salariés, parce que c'est eux qui ont leur rapport de force, et c'est eux qui ont la force de frappe, hein, parce que plus ils sont solidaires, plus ils sont unis. Voilà, nous après, le syndicat pour nous, bien sûr il sert à apporter des idées nouvelles, il sert à communiquer avec les salariés, il sert à partager des idées de progrès progressistes. Après, une fois qu'on est en conflit, les revendications, au final, les décisions, elles appartiennent aux salariés en grève, elles appartiennent plus au syndicat. Et le syndicat est juste là est là pour accompagner, canaliser et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Après, voilà, nous, comme on explique à notre direction, hein, à force de provocation, il y en aura peut-être un moment où on sera peut-être plus en capacité de canaliser. Et là, comme on leur a expliqué, ça sera un peu comme rouler dans une voiture sans amortisseur, c'est-à-dire que les dodanes, ils les prendront directement dans les reins, quoi. Mais ça, après, c'est eux qui voient, et puis on leur a bien expliqué que nous, par contre, à ce moment-là, la CGT, on sera là et on regardera faire, hein, et on comptera les points. Oui, et Et ben d'ailleurs, voilà. tu as dit quelque chose d'important, hein, un petit peu ce que disait déjà Maurice Thorez dans les années 30. L'unité seulement en haut, jamais. L'unité toujours à la base, toujours, par définition. Ça, c'est véritablement fondamental. Et c'est important de voir que, et c'est une très bonne nouvelle, de constater que dans le secteur là, de Sanofi, la CGT, au moins localement sur certains endroits, comme tu l'as dit nettement, eh bien, réussit à impulser une dynamique, et une dynamique qui justement m'amène à la deuxième question, puisque tu parlais de la volonté du patronat, comme d'habitude, de casser un certain nombre d'acquis, et puis tu évoquais les revendications des travailleurs. Bah justement, quelles sont les principales revendications, les deux, trois grosses revendications, et en face, est-ce que vous avez eu des réponses éventuellement de la part du patronat à ce sujet? Ouais, alors, alors, quand on part sur une négociation NAO, on part sur des revendications qui ont été préparées dans le syndicat. Alors, ça ne veut pas dire dans le syndicat sans les salariés, ça a été préparé dans le syndicat avec des salariés syndiqués. Bien sûr. Logiquement, c'est comme ça que tu travailles. Donc déjà, ça va expliquer ce que je te dis là, ça va expliquer la suite. D'accord. Donc, nos syndiqués nous ont dit, nous, on part sur une revendication de 10% d'augmentation, avec 5% d'augmentation pour l'année 2022, parce qu'en 2022, au NAO, on a eu seulement 1% d'augmentation. Donc, il partit du principe qu'il fallait, voilà, récupérer l'inflation qu'on avait, le pouvoir le reste à vivre, on va dire, voilà, récupérer une partie du reste à vivre pour l'année 2022 avec ses 5%, plus 10% d'augmentation en 2023. Et à cela se rajouter l'embauche des 2 tiers de précaires et ensuite encore une prime de 10 000 euros de 10 000 euros sur le partage de la valeur. Bon, on peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il faut savoir que 10% d'augmentation des salaires, donc de nos revenus, la CGT, dans sa demande, elle est inférieure à ce que notre patron Paul Husson a proposé à ses actionnaires. Parce qu'il propose à ses actionnaires une augmentation de 16%. Donc, on a beau nous dire à la CGT, vous êtes des monsieur et madame plus,
Il va falloir peut-être arrêter de regarder trop les revendications de la CGT et puis peut-être être un peu plus attentif à ce que le capital peut prendre aux travailleurs, quoi. Voilà, donc ça c'est déjà voilà, c'est une première voilà, c'est une première explication. Après, par rapport à quelles sont les revendications des salariés, et c'est pour ça que je commençais par te dire, on a travaillé avec nos syndiqués, nos bien revendications, sûr. nos syndiqués qui sont salariés, mais pas avec la globalité. Là, on s'aperçoit que au niveau des salariés, on est quasiment proche de ce qu'ils demandent. En réalité, eux, ils nous ont dit, nous, les pourcentages, ça nous gêne. Alors, par contre, on avait un talon de 500 euros dans notre revendication, d'accord. Et là, les salariés nous ont dit, nous, le pourcentage, ça nous gêne parce que bah, plus on est en bas de l'échelle, moins on va toucher, plus on est en haut, plus on touche. Ce qui est tout à fait logique, ils ont totalement raison de s'en plaindre. Voilà. Donc, nous, on leur a dit, on a un talon de 500 euros. Eux, ils nous ont dit, ben nous, voilà, il y a des sites où le talon est un peu plus bas. Mais clairement, on est large. Même si on prend le talon qui est un peu plus bas que ceux des salariés, le talon qui est un peu plus bas pour les salariés, on est quand même largement inférieur à ce que nous propose la direction, puisque la direction ne nous propose déjà pas de talon. Et là, de façon unilatérale, parce que pour elle, la négociation s'est clôturée, elle nous propose 4% d'augmentation. Alors, pour la petite parenthèse, c'est quand même pas, et j'en reviens à cette redistribution du fruit des richesses et du fruit du travail, donc des richesses produites. Hein. Il faut savoir que 16% d'augmentation des dividendes, ça représente 700 millions d'euros. D'accord. Alors, ça fait des grosses sommes, c'est effrayant. Une augmentation de 4% des salariés pour la France, ça représente une enveloppe globale pour l'année 2023, ça représente une enveloppe de 50 millions d'euros. Donc, ça veut dire que d'un côté, on donne 700 millions d'euros aux actionnaires en augmentation de revenus. Je dis bien en augmentation parce qu'ils prennent déjà 4 milliards. Hein. Donc là, cette année, ils vont prendre 4 milliards 7. Donc, ils vont prendre 700 millions d'euros d'augmentation pendant que les salariés en France, ils vont prendre une enveloppe de 50 millions d'euros. Et on est allé plus loin dans le calcul et on s'est dit, ben, regardons si les 90 000 salariés dans le monde prenaient l'augmentation de 4%, regardons si ça fait une augmentation supérieure à ce que vont obtenir les actionnaires. Et là, on s'est aperçu qu'on arrivait péniblement à 300 millions d'euros. Ça veut dire que notre patron a décidé d'augmenter les revenus de nos actionnaires à hauteur de 700 millions d'euros. Par contre, il a décidé d'augmenter les revenus. Enfin, s'il avait donné l'augmentation à tout le monde, il aurait décidé d'augmenter les revenus de ses salariés, c'est-à-dire ceux qui produisent les richesses, de 300 millions d'euros. Donc, on est quand même sur un delta négatif pour les salariés de 400 millions d'euros. Donc, après, c'est une façon de voir le ruissellement. Hein. Il n'y a pas de là-dessus, on n'a pas de souci. Hein. Ça peut ruisseler. Après, ben, à la force des travailleurs et accompagner des syndicats, et plus qu'accompagner même des syndicats actifs, de faire en sorte de fermer les vannes pour les ouvrir de notre côté, quoi. Voilà, c'est juste ça, c'est juste un problème de plomberie. Hein. Il va falloir revoir les vannes et changer l'orientation du débit, quoi, c'est tout. Et ça, il n'y a que les travailleurs qui peuvent le faire, il n'y a que ceux qui produisent les richesses. Et là, c'est vrai que depuis le 14 novembre, ben, Sanofi s'aperçoit quand même que, ben oui, c'est ceux qui bossent qui créent les richesses. Parce que là, pour l'instant, il sort aucun camion de nos usines. Hein. On a même des usines où le peu de salariés qui travaillaient aujourd'hui ne peuvent plus travailler parce qu'il manque ne serait-ce que de matériel de travail comme des blouses des blouses pour travailler, des chaussures de sécurité. Donc on en est là. On a même un site où il y a même plus de denrées au restaurant d'entreprise, quoi. Donc voilà. Non, il y a des sites où c'est vraiment bloqué complet, quoi. Par contre, ouais, mais je crois qu'on en parlera plus tard, mais par contre, il y a un silence médiatique qui fait peur et qui fait froid dans le dos, quoi. Alors, c'est pas qu'on le connaissait pas, hein. On le savait, mais entre savoir et vivre, des fois, et le vivre, il y a des fois une différence. Et là, on le vit à 100%, et c'est vrai que ben, ça fait froid, quoi, parce que qu'on est quand même. Enfin, moi, je sais que hier, j'ai eu un échange sur Twitter avec une personne de France 2, hein, Ouais. et je demandais d'avoir, à laquelle je mettais en avant le problème que on n'avait pas de relais médiatique au niveau national, parce que les seuls médias nationaux qui nous relaient,
c'est l'humanité, quoi. Alors, on va dire que c'est pas étonnant, hein. C'est dans ses gènes, mais en dehors de l'humanité, on n'a pas d'autres relais médiatiques nationaux. Donc, j'ai faisais valoir que c'était quand même pour nous, ça nous posait un problème, et même un problème de fond, et même un problème de liberté de la presse, hein, et de liberté d'expression d'ailleurs. Et là, la personne de France 2 que j'avais au niveau de Twitter m'a dit, mais il n'y a pas de souci, on va vous envoyer des liens sur lesquels vous allez pouvoir communiquer et puis exposer vos problèmes. Par contre, ce sera que des antennes régionales. Donc là, j'ai laissé tomber l'affaire. J'ai dit, ben, écoutez, si pour une des premières entreprises du 440, vous avez quand même 16 sites qui sont en grève et pour la plupart un blocage total, vous me renvoyez sur des revendications nationales, on va dire, hein, vous me renvoyez en région. J'ai OK, donne acte, et puis j'ai marqué 3 petits points, puis j'ai laissé tomber parce que voilà, mais c'est franchement dégueulasse. Mais après, il n'y a rien d'étonnant, hein. Il faut pas oublier, parce que je prends l'exemple de France Télévisions, enfin voilà, quelque chose d'État, que ce soit Radio France ou les chaînes de France Télévisions. Il ne faut pas oublier que M. Macron a remis la Légion d'honneur à Serge Weinberg, qui est notre président du conseil d'administration, hein. Et puis on comprend bien qu'après Total, peut-être Macron n'a pas envie d'avoir derrière un Sanofi, et puis on voit bien que ce qu'il veut absolument éviter, c'est une sorte de convergence. Donc le mieux qu'il a à faire pour pas que ça converge, c'est surtout que ces médias ne disent pas que les gens se battent pour leur salaire, quoi. Voilà, c'est ça la réalité, hein. Après, on rentre toujours aussi dans l'idée de se dire, puisqu'il faut emmerder les Français pour se faire entendre et pour être médiatisé, allons-y, emmerdons les Français. Mais voilà, à un moment donné, ça en devient ridicule, quoi. Ça en devient ridicule. C'est incompréhensible que dans un pays comme la France, on soit obligé d'emmerder des millions de Français pour des revendications qui concernent quelques milliers de salariés, quoi. Mais s'il faut en arriver là, on le fera, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est quand même dommage. Après, voilà, s'il faut le faire, on le fera. S'il faut bloquer un périph sur Paris, pourquoi pas bloquer un périph sur Paris Et même là, je ne sais même pas si on viendra. Malheureusement, on ne peut pas aller bloquer les raffineries, parce que les copains l'ont déjà fait. Et oui, ils l'ont fait. D'ailleurs, voilà. on a vu un entretien avec Germinal Lancelin au mois d'octobre dernier à ce sujet, où ils ont tenu autant qu'ils pouvaient. Et c'est sûr que là aussi, hein, tu te doutes bien que, alors si c'était médiatisé parce que tout à coup, il y avait de moins en moins d'essence dans les pompes. Sinon, qui s'intéressait sinon réellement à la lutte des raffineurs. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, parce que tu parlais justement de la question. Oui, vas-y, excuse-moi. Non. Alors, le problème, c'est que nous, voilà, après, il n'y a pas d'industrie plus importante ou plus légitime qu'une autre ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est qu'on travaille quand même dans l'industrie pharmaceutique. Donc derrière, il y a des gens qui sont aussi malades. Et oui. Donc entre guillemets, priver des personnes d'essence pour partir en vacances ou pour aller travailler, à la limite, voilà, c'est quand même pas handicapant et on n'est pas dans une situation de contrainte de vie ou de mort, quoi. Là, dans certains cas, ça peut en arriver là. Après, je dis ça avec tous les guillemets, hein, parce que Sanofi n'a pas attendu, et les laboratoires pharmaceutiques en général, hein, n'ont pas attendu des grèves pour qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement, hein. Aujourd'hui, si le Doliprane est rationné dans les pharmacies, c'est pas parce qu'il y a 4000 Gugus qui font grève chez Sanofi, hein. Les ruptures de Doliprane ça date de longue date, hein. Donc ça n'a rien à voir avec les grèves. Mais tout ça pour dire que voilà, on pourrait bloquer pour bloquer, mais derrière, c'est vrai qu'il y a quand même des patients et on se doit d'y penser. D'ailleurs, petite anecdote, quand on n'est pas en période de conflit, Sanofi ne nous parle pas de ses patients, mais de ses clients. Et là, quand on est en période de conflit, Sanofi va vers les grévistes en disant mais faites attention parce que pensez que derrière, il y a des patients. Donc c'est comme quoi la sémantique de notre patron, elle s'adapte aux situations. C'est de vrais caméléons, mais non, ils sont superbes. Ils sont superbes, nos patrons. Non, mais bref. Et d'ailleurs, tu soulignes un point important, justement, parce que tu parlais de la question médiatique, qui, eux aussi, hein, les médias sont habitués à
à s'adapter, on va dire, et en tout cas toujours utiliser le vocabulaire qui cherche à criminaliser les grévistes, etc. en particulier. Et ça m'amène à évoquer la question, tu l'as déjà dit, les profits ont explosé pour les actionnaires, etc. Et pourtant, il y a un moment où on a beaucoup parlé du secteur médical dans ce pays, bah, c'était en 2020 et 2021 en particulier, lorsqu'on s'est rendu compte que bah, les grands groupes, bah, finalement, ils n'avaient peut-être pas toujours tout le matériel qu'il fallait pour faire face au coronavirus, etc. Et on sait que les travailleurs ont été sursollicités pour pouvoir faire tourner les usines comme jamais. Voilà. Est-ce que tu dirais que finalement, la logique que tu as décrite, elle s'est empirée depuis on va dire depuis le début de cette année, parce que finalement c'était surtout sur 2020-2021 qu'on a vu les logiques de pic épidémique, de confinement, etc. Est-ce que tu dirais que dans le fond ça s'est aggravé par rapport à avant 2020? Est-ce que ça m'étonnerait les actionnaires, les grands patrons ont tiré des leçons de cette période très tendue dans laquelle vous vous êtes retrouvés? Quelle est ton analyse à ce sujet? Moi, mon analyse va être simple, hein. Ça s'est, ça s'est pas empiré, c'est pas empiré, ça n'a pas infléchi, quoi. Donc on garde toujours la même trajectoire, hein. On nous a beaucoup parlé pendant la crise Covid, parce que c'est à ça que tu fais référence, on nous a souvent parlé du monde d'après. Ben, en fait, mais on nous a jamais dit que le monde d'après, ça serait exactement le même que le monde d'avant, quoi. C'est ça le problème. Nous, on a traduit le monde d'après, ben, on s'est dit progrès social, enfin, voilà, prise de conscience générale. Donc, on était déjà dans les jours heureux. Mais non, en fait, on n'avait pas compris que quand on nous disait non, mais il y aura le jour d'après, mais que le jour d'après, ça serait les mêmes que les jours d'avant et que ben, la tendance, elle allait se poursuivre. Voilà, on a été un peu, je crois qu'on a été un peu crédule enfin, certains ont été crédules Oui. sur le terme le jour d'après, quoi. Non, non, il y a pas, la seule façon d'obtenir le jour d'après, enfin, il y a rien à faire, mais c'est le réveil des travailleurs, quoi. C'est tout, hein. C'est la seule façon d'y arriver au jour d'après. Et c'est pareil pour les jours heureux, hein. Il y aura pas même par les urnes, hein, ça va être compliqué la révolution par les urnes. Puis je pense que si réellement la révolution par les urnes était possible, bah, comme disait Coluche, je pense qu'il y a longtemps qu'on nous aurait empêché de voter, quoi. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on nous empêche pas, mais on nous en dégoûte, quoi. Donc peut-être que ouais, peut-être c'est pas mieux d'ailleurs. C'est pas mieux. Mais ouais, on nous prive pas de vote, mais on fait tout pour pas qu'on y aille. Donc bref. Ah, Avec un c'est risque, compliqué. c'est quand même C'est risqué compliqué. d'ailleurs par parenthèse pour ces gens-là, parce que à mesure que l'abstention se développera, ça voudra dire en même temps que plus grand monde n'écoute ces gens-là et qu'on n'a même plus envie en fait, Hum, d'exécuter ce qu'ils racontent. Donc c'est hum, vrai qu'il y a aussi cet aspect, mais comme tu le dis, c'est vrai que le monde d'après qu'on nous vendait, bon, en ce qui concerne le PRCF, nous ça fait depuis plus de 12 ans qu'on n'arrête pas d'expliquer qu'il va falloir qu'on défend un programme qui s'appelle Pour de nouveaux jours heureux. Ça fait plus de 12 ans. Et justement, parmi les mesures que nous estimons indispensables, et quelque part au niveau de ce que tu es en train de dire dans le secteur pharmaceutique, qui est un secteur stratégique, fondamental, pour soigner les patients, comme tu le disais très bien, et pas les clients, comme le disent parfaitement les actionnaires, il nous semble qu'il est très important, en particulier, d'aller vers la nationalisation intégrale et sous le contrôle démocratique des travailleurs, naturellement, de ce secteur fondamental. Est-ce que tu penses que justement la constitution d'un grand pôle public de la santé, du médicament sous le contrôle démocratique des travailleurs, ce serait une solution pour justement aller vers un véritable monde d'après qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus démocratique et de surcroît au service, c'est quand même le plus important, au service des êtres humains, parce qu'on voit bien que c'est ça dont nous sommes totalement écartés. Alors, mais c'est bien parce que tu as présenté les choses, hein. Tu as commencé en parlant du pôle public, du pôle public du médicament et de la santé, on va dire. Puis derrière, tu as parlé de nationalisation et après, tu as dit sous contrôle des travailleurs. Alors, pôle public du médicament et globalement de la santé, oui, à 100%. On y est 100% favorable et c'est quelque chose que la FNIC, la Fédération de la chimie, défend et la Confédération générale du travail défend aussi. Après, là où on a des doutes, c'est sur le terme nationalisation. Mais toi aussi, d'ailleurs, sans le savoir, tu as des doutes parce que derrière, tu dis sous le contrôle des travailleurs. Alors qu'une entreprise nationale, elle n'est pas sous le contrôle des travailleurs. Nationale comme on l'entend. On est bien Bien d'accord. sûr.
Ah, voilà. Donc, nous, on met beaucoup de doutes sur le terme nationalisation. Alors, si c'est un terme généraliste pour dire quelque chose qui est plus entre les mains de la finance et du privé, ou fait, du moins plus entre les mains de la finance, là-dessus, on est d'accord. Parce qu'il faut sortir cette industrie de la finance. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas se faire de l'argent, des bénéfices. À la limite, on peut s'en faire. On peut pas se faire de l'argent pour reverser des dividendes. Qu'on se passe de l'argent pour faire des bénéfices qui sont réinvestis dans la recherche, ça, il n'y a pas de souci. On peut en faire plein de bénéfices, du moins qui sont réinvestis. Bref. Après, la question du pôle public du médicament, la question, elle est de savoir exactement comment on compte l'organiser et quel est l'organe de décision. Parce qu'on a beau être, enfin, voilà, on peut être communiste, révolutionnaire ou quoi que ce soit. À un moment donné, il faut bien un organe de décision. Et après, c'est ça qu'on peut position. Qui est-ce qui compose cet organe de décision? Voilà. Alors nous, au niveau de la CGT, on pense que quand même, les mieux placés pour connaître les besoins en santé, c'est quand même notre vieille dame qui s'appelle la sécurité sociale, quoi. Donc, clairement, pour nous, s'il devait y avoir un pôle public du médicament, alors peut-être ça peut faire bondir ou quoi que ce soit, mais soit il faudrait qu'il soit géré comme la sécurité sociale l'était à sa naissance, donc c'est par déjà le monde du travail, hein, euh, soit faire une gestion avec des salariés, bien sûr, et leurs représentants, mais aussi y inclure des professeurs, enfin des spécialistes de la santé, euh, des observatoires aussi de la santé, qui aussi ont des compétences et des connaissances. Mais oui, clairement, il faut sortir l'industrie pharmaceutique du système économique actuel, quoi. Voilà. Et après, il n'y a peut-être pas que l'industrie pharmaceutique à sortir de ce système-là. On peut penser à l'énergie, à l'alimentaire pour les denrées de première nécessité. Enfin, il y a tout un tas de choses qui aujourd'hui, parce que l'être humain n'est pas assez sage, on n'a pas la sagesse. Donc, du moment qu'on n'a pas la sagesse, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un organe pour mettre des barrières et des garde-fous, quoi. Si on avait tous, enfin ici, je suis pas certain que même une personne soit assez sage pour ça, mais voilà, on n'a pas, l'être humain n'est pas fait pour être sage. Tout ce qu'il invente et même ce qu'il invente de plus beau, il le retourne contre lui à un moment donné. Donc voilà, il faut des garde-fous parce qu'on n'a pas de sagesse. Il faut s'en rendre compte, il faut se rendre à l'évidence. L'être humain n'est pas un être sage. Donc il nous faut des garde-fous et il faut qu'on se préserve de nous. Et l'industrie pharmaceutique, c'est ça. Il faut la préserver de l'être humain et faire en sorte que, ben voilà, ce soit tout un groupe qui soit capable de la diriger et de la conduire. Mais clairement, on ne peut pas continuer dans ce système-là. Et encore une fois, il n'y a pas que l'industrie de la santé. L'énergie, on le voit bien, quoi. Et puis on voit, enfin, on voit la catastrophe. Enfin, j'appelle ça, c'est une catastrophe. Ça va devenir une catastrophe, mais il suffit de regarder EDF, quoi. EDF est une entreprise nationale. On va au privé. Le privé, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il absorbe un maximum de bénéfices, il en tire un maximum de jus et sans faire trop d'entretien, voilà, sans faire le moindre investissement ou au minimum. Puis une fois que ça fonctionne plus, on a un Emmanuel Macron qui nous dit oh ben j'ai découvert un truc, on va le nationaliser. C'est très bien qu'on renationalise EDF, mais la question quand même c'est de savoir pourquoi on l'a donné au capital pendant autant d'années, quoi. Et quand on voit ce que le capital en a fait, ben on se dit oui c'est important de renationaliser, de remettre la main dessus. Mais par contre, derrière, voilà, on peut pas satisfaire de ça, quoi. On Non, peut pas se satisfaire de ça. bien sûr, et d'ailleurs, une précision par rapport à ce que tu disais, parce qu'en effet, si j'ai bien pris la peine d'indiquer sous le contrôle démocratique des travailleurs, c'est parce que nous savons très bien que le patronat lui-même peut être en mesure, quand il en a besoin, de demander une nationalisation à son service de la part d'un État un État bourgeois, en gros, qui agit dans ce cadre-là, qui agit au service du patronat. Alors que dans notre esprit, naturellement, en fait, les nationalisations doivent être vues comme une étape, un outil pour aller vers quoi? Vers ce qu'un certain Karl Marx appelait l'appropriation des grands moyens de production. Parce que C'est c'est ça. ça. Bah oui, hein.
Et voilà, et c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que si tu veux se soulève cette question, parce que elle nous paraît quand même importante, et tu as raison de le rappeler par parenthèse, ça concerne d'autres secteurs. Par exemple, nous avions aussi réalisé déjà à plusieurs reprises des entretiens avec Serek Keshti, le secrétaire de la CGT Énergie de Paris, donc, qui est très implanté dans les combats justement au niveau d'EDF pour empêcher la privatisation qui est ordonnée par le MEDEF, le CAC 40, par Bruxelles, avec toutes les eurodirectives qui sont en train de démanteler l'ensemble des services publics, par également donc la logique de l'Union européenne du capital d'une manière générale. Mais là où tu as raison, c'est que de toute façon, un des problèmes fondamentaux qui se posent, c'est la réappropriation des outils de production, des grands moyens de production par les travailleurs. Et justement, c'est la dernière question que je souhaitais te poser parce que tu as parlé, et nous sommes très contents de le voir, qu'au sein de la CGT, là, notamment dans le secteur pharmaceutique, il y a des revendications, il y a des bases de plus en plus radicales, entre guillemets, façon de parler, en réalité humanistes, disons-nous clairement, pour les gens heureux, pour le bien commun. Et il se trouve qu'en mars prochain, il y a le congrès confédéral de la CGT. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de travailleurs et de syndicalistes de combat qui appellent à une réorientation de la ligne de la CGT pour porter finalement un syndicalisme de classe et de masse. Alors, par rapport à ça, comment vois-tu cette logique? Est-ce que tu penses que cette dynamique, elle peut marquer des points, voire éventuellement, ça paraît a priori compliqué, réussir à s'imposer lors du prochain congrès? Et par ailleurs, est-ce que tu penses, pour finir, que la rupture avec la Confédération européenne des syndicats, qui est présidée, rappelons-le, par Laurent Berger, de la CFDT, n'est pas finalement inévitable d'un certain point de vue pour, au contraire, intégrer l'ensemble de la CGT à la Fédération syndicale mondiale, à la FSM. Bah, comme tu l'as dit, quand tu as une organisation qui est présidée par Laurent Berger, on va reprendre, je vais te répondre, mais je vais remonter le fil de la pelote de laine. Donc oui, quand tu as une organisation syndicale qui est une organisation mondiale européenne qui est présidée par Laurent Berger, déjà président, on est d'accord, c'est pas un secrétaire, c'est voilà. Déjà, c'est un petit détail qui compte un peu dans l'histoire de la CGT, mais bon, bref, passons. On le rappellera peut-être au prochain congrès aussi. On a bien un secrétaire et pas un président. Bref, mais voilà, quand tu as Laurent Berger qui est là à la tête de cette organisation, bah, effectivement, et quand tu as la CGT qui adhère aussi à cette organisation, moi j'aime la CGT quand elle est rouge. Quand elle veut nous faire de l'orange, bah, je l'aime plus, quoi, cette CGT-là. Et c'est pas que j'aime plus cette CGT-là, c'est que je continue à aimer ma CGT, celle que j'aime, voilà. Parce que l'autre, c'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est pas de la CGT, quoi. Et puis, elle existe déjà, la CFDT. Ça sert à rien de faire une CFDT bis, hein. Voilà. Donc, la CGT, elle est jamais aussi bonne que quand elle fait de la CGT. Donc, essayons de continuer au mieux de faire de la CGT. Après, bah oui, bien sûr que là, on voit bien que notre CGT, je vais pas dire qu'elle se CFDTise, mais je sais pas comment le dire. Voici, elle se radicalise dans la CFDTisation, quoi. Donc, et ça, c'est pas bien. Nous, on préférerait qu'elle se radicalise, mais dans la CGT. Donc, bien sûr qu'on va essayer de faire bouger les lignes avec ma fédération, hein. Après, est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est autre chose. Mais on voit bien que quand même que plus le temps passe, plus dans cette CGT, il y a des choses qui sont en train de se rompre, quoi. Et là, on n'est pas arrivé à la rupture totale, mais si on continue comme ça, moi, je ne sais pas comment je peux imaginer la CGT dans 5 ou 10 ans si on continue dans ce sens, quoi. Et comme j'ai l'habitude à dire à mon secrétaire fédéral, le problème, c'est que là, on pourrait faire quelque chose, on pourrait faire l'opération Bus-Souris. Si on attend encore plus, ça risque de se faire à la dynamite, et là, c'est pas bon, quoi. Ah, nous avons un petit Jean-Louis. Jean-Louis. Ah, oui. Ça a dû couper. Mais ouais. Voilà, il faut faire. Voilà, j'espère que ce congrès, on fera les bons choix.
et qu'on arrivera à ressortir avec une CGT pas rouge, mais rouge écarlate. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on est fort, hein. Moi, je le vois, fait dans les... Ouais, être au plus proche des salariés, être un syndicat de lutte, et quand on dit de lutte de classe, ça paraît dépassé, mais quand on parle pas, c'est aujourd'hui, quand on parle de lutte de classe, c'est pas forcément de classe ouvrière, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste la classe des travailleurs, hein. Et la classe des travailleurs, elle va de l'ouvrier au cadre, hein. Parce qu'il faut pas croire, alors les cadres, sont peut-être mieux payés, ils sont peut-être si, mais aujourd'hui, ils sont aussi pressurisés par le système. Et je crois que voilà, il faut pas partir dans les différences. Il faut nous réunir, tous les travailleurs, et qu'ils soient ouvriers ou cadres ou MTS ou voilà, il faut que tous les travailleurs se réunissent, ou fonctionnaires d'ailleurs, parce que les fonctionnaires sont aussi des travailleurs, hein, et que tout ce beau monde se réunisse et qu'ils oublient leurs différences pour voir ce qui peut les unir dans l'adversité, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'adversité, dans l'adversité, et on a plus besoin de s'unir que de se désunir. Parce qu'on a le capital qui, lui, est bien uni, et plus le temps avance, et plus cette unité, elle va devenir difficile à faire sauter. Donc voilà, il faut qu'on soit fort face à ce capital, et puis il faut agir vite. Le temps presse. Mais comme tu le dis, en fait, il faut être tous ensemble en même temps, hein, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tant d'années, et dans le même sens. Dans le même sens, peut-être pour conclure, ça pourrait être l'argent pour les salaires et pas pour la guerre, ni pour les actionnaires. Surtout pas pour la guerre. Alors, ni pour les actionnaires, bien sûr, mais surtout pas pour la guerre. Surtout pas pour la guerre. Ouais. Ouais. Parce que là, Ah, on essaie de nous y entraîner, alors que l'argent pour les salaires, il y en a besoin. C'est le moins que l'on puisse dire. on est bien d'accord. Et puis, de toute façon, là, c'est pareil. Si tu parles des guerres, tu peux discuter avec n'importe quel être humain qui est fait plus ou moins câblé, on va dire, hein, parce qu'on en trouvera toujours des tarés sur la planète, hein. Mais voilà, la majorité des êtres humains sur cette terre, même s'ils sont de passage, comme je le pense, n'ont quand même pas envie de perdre la vie. Ils tiennent trop à la vie pour vouloir se battre, hein. Bien sûr. Donc, bien sûr que non, je vois pas un citoyen de cette planète qui a envie de tuer celui qui habite à la frontière d'un pass. Et d'ailleurs, si on commençait à faire sauter les frontières et les religions, peut-être qu'on y arriverait un peu mieux. Mais bon, ça, c'est mon idée personnelle. Et personne n'est obligé de la partager, mais je pense quand même que déjà, les premières sources de conflit sont les religions et les frontières, hein. Donc, voilà. En tout cas, Euh, ce qui est certain, faisons sauter les frontières. Après, les religions, ça, chacun est capable de faire ce qu'il veut. Mais déjà, faisons sauter les frontières, et puis ça fera déjà sauter pas mal de prétextes à se battre, et être de plus en plus violent, quoi. bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien quelque chose qui pousse, qui porte la guerre comme l'orage porte la nuée, c'est le capitalisme. Et c'est ce capitalisme, incontestablement, qui pousse à la guerre en prenant des prétextes nationalistes, hein, très Mm. souvent, ça existe, hein, Ah ben, incontestablement. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'en finit pas avec le capitalisme, qui est la source finalement de tant de guerres, de conflits, etc., et de la destruction du genre humain, tout simplement, parce mm. qu'avec la destruction de la planète, de l'environnement, etc., bon, en gros, ce que disait déjà Marx et Engels, c'est sûr que sinon, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, écoute, Jean-Louis, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation de la part d'Initiative communiste. Donc, bien sûr, on est à vos côtés, les travailleurs de Sanofi, pour pouvoir mener ce rapport de force, cette lutte des classes, parce que c'est clair, la lutte des classes, elle a toujours existé et elle continuera d'exister tant que le capitalisme sera présent, que ce soit à l'échelle de l'Union européenne, de la mondialisation capitaliste, et bien sûr en France avec le MEDEF, le 440 et tous leurs sbires, de Macron à l'extrême droite, en passant par les faux socialos ou écolos, hein, qui se sont trop partagés le pouvoir depuis si longtemps. Un grand Mm. merci, Jean-Louis, Ben, merci à vous, et et c'est merci à normal. toi. Ah, c'est normal, et puis tu peux compter sur le soutien des camarades du PRCF auprès de tous les travailleurs en lutte. Nous sommes sur tous les fronts, tu parlais de tous les secteurs, les hôpitaux, la grande distribution, l'énergie, les raffineurs, la pharmaceutique. Je ne vais pas tous les faire parce que je ferai j'en oublie déjà et on va pas faire de concurrence puisque comme on l'a dit, ce n'est que tous ensemble en même temps et dans le même sens Et là, que les travailleurs de ce pays pourront gagner. Voilà. c'est ça, c'est ça.
arrêtons de nous envier les uns des autres et puis regardons ce qui nous unit, quoi. Exactement. Un grand merci Jean-Louis. À très bientôt et Merci. citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, à très bientôt pour un nouvel entretien, probablement avec des travailleurs en lutte au quotidien sur Initiative communiste.